Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci surtout de l'intérêt. On va parler politique ce matin avec l'ingénieur architecte Ginette Chérubin. Madame Ginette Chérubin, une habituée, je dirais, de la maison, puisqu'elle n'est pas à sa première participation à cette rubrique. Loin de croire que c'est sa dernière participation. Non, pas du tout. Et avec elle, on va parler de la présentation hier des membres du CNT, le Conseil national de la transition. Ça a été fait par le groupe, par les signataires, ou les signataires de l'accord de Montana. Madame Chérubin, bonjour. Merci d'accepter d'être avec nous ce matin. Alors, je faisais la petite plaisanterie avant pour dire que vous n'êtes pas à votre première participation, mais quand même, nous devons être d'accord que ça fait quelques jours déjà qu'on ne s'est pas parlé sur le plateau de la rubrique Le Point. Bienvenue. Bonjour Wendell, c'est un plaisir d'être encore avec toi et avec toute l'équipe de Métropole ce matin. En effet, ça fait déjà longtemps que je ne suis pas passée à l'émission Le Point, mais bon, on est toujours disposé à le faire, vu le caractère de l'émission Le Point et l'auditoire de cette émission. Donc c'est un plaisir pour moi d'être avec vous tous. Et bonjour aussi à tous ceux qui écoutent. La dernière fois qu'on s'était entendu pour une participation, vous alliez parler de l'urbanisation, de l'environnement, tout ça, mais on n'a pas eu le temps de le faire. On n'a pas eu le temps de le faire. Yeah. Mais aujourd'hui, disons que le moment est tout indiqué, l'occasion est opportune pour faire le point sur cette conférence que les signataires de l'accord de Montana ont donnée hier. Vous parlez de la conférence d'hier. La conférence, oui, la conférence. La conférence de presse. De presse, oui. En fait, cette conférence a été donnée par le Bureau de suivi de l'accord, le BSA. Donc, est-ce que je peux un petit peu expliquer ce que c'est que le BSA? D'abord, il y a le BSA. On va parler du CNT et aussi de l'OCT, si possible. Si on a le temps, oui, avec plaisir. Si on a le temps. Alors, d'abord, le BSA. Mais le BSA n'est pas sorti de nulle part. Donc, je vais rapidement dire d'où vient le BSA. Alors, en janvier dernier, il y a eu un forum de la société civile parce que les choses allaient déjà très, très mal dans le pays. Et donc, un groupe de la société civile, mais avec des secteurs assez nombreux, s'est rendu compte qu'il fallait réfléchir sur la situation du pays et voir comment trouver une solution à la grande crise qui traîne déjà depuis longtemps. Et à la fin de ce forum, il y a eu des résolutions et un comité a été constitué. C'est le comité de suivi qui a été constitué pour justement le suivi de ces résolutions. Et donc l'étape prochaine a été la mise en place d'une commission nommée Commission pour une solution haïtienne à la crise. Et cette commission a été formée comment? Et par le contact du bureau de suivi avec les différents secteurs qui avaient pris part au forum. Et c'est ainsi que cette commission a été montée. Cette commission donc a été montée bien avant l'incident, le fameux incident du début de juillet, 6-7 juillet. Donc rien à voir avec l'assassinat. Wendell réfléchit sur le 6-7 juillet, l'assassinat du président. Oui, je vois que vous réfléchissez avant de dire clairement l'assassinat du président. Oui, bien sûr. Comme c'est un incident assez, bon, on ne dirait même pas un incident, c'est un événement assez extraordinaire. C'est pourquoi ça a retenu mon attention quand vous dites incident. Ah, d'accord. Pardon, j'ai été trop légère parce que c'est vraiment très grave. Et donc, cette commission pour une solution haïtienne à la crise, alors qu'elle était montée bien avant le 6 et le 7 juillet. Et le rôle de cette commission a été justement de choisir, enfin de mettre en place un bureau de suivi. Non, d'abord de définir un accord. Et cet accord-là, il a été élaboré à partir de collecte de données auprès de tous les secteurs.
Tous les secteurs présents dans la vie nationale ont été contactés. Et il y en a déjà qui avaient une réflexion assez avancée. Et vous n'avez pas vu venir cette crise post-Jovenel? Non, pas celle-ci, puisqu'on ne savait pas ce qui allait se passer. Mais on était déjà en pleine crise. Depuis les incidents de 2018, l'affaire de... Vous vous rappelez quand le coût de l'essence allait augmenter et tout ça. Donc depuis lors, mon Dieu, Haïti est toujours en crise, puisque c'est un pays où, mon Dieu, existe une telle pauvreté et une telle exclusion, de tels clivages, etc., une mauvaise répartition des richesses. On ne va pas faire ce discours, mais c'est un pays qui est toujours en crise. Sauf que la crise, à des moments donnés, prend des manifestations plus explicites, je pourrais dire. Donc, depuis 2018, cette crise a commencé et elle a vraiment duré. Et donc, voilà, c'est dans ce contexte que la société civile s'est réunie. Donc, on parlait de la commission qui maintenant va mettre en place le BSA. Donc, le rôle de la commission a été... Non, mais avant le BSA, il y a l'accord. C'est ce que je disais, que la commission, elle a élaboré l'accord. Mais elle n'a pas élaboré l'accord en petit groupe, en petit bureau, en officine. C'est un accord qui a été élaboré, non seulement à partir des réflexions de la commission, du forum de la société civile, mais aussi à partir de collecte de données, parce que la démarche était que la commission devait en fait récolter les différentes réflexions faites, même avant sa mise en place, par plusieurs secteurs. Donc c'est ce que la commission a fait. Dès le départ, la démarche s'est fondée sur le dialogue et la participation. Et voilà comment l'accord a été élaboré. Donc c'est le fameux accord signé le 30 août, mais il y avait eu un incident le 30 août au Montana. On n'a pas pu terminer les signatures et c'est ainsi que le texte avait été déposé dans des lieux précis où on ne pouvait pas se signer. Il y a eu aussi des signatures en ligne. Et vous allez avoir, je veux dire que tout ceci va être publié bientôt. Et l'accord au complet, ses annexes et également la liste des signataires parce qu'ils sont très nombreux, 900 et je ne sais plus. Et je n'ai pas le nombre exact entre les signatures en ligne. Près de milliers de signatures. Voilà. Et des signatures en ligne et des signatures qui ont été faites physiquement. À retenir qu'on ne parle pas de milliers, je préfère dire quand même plus de 900 pour être plus précise, d'individus. Oui, Wendell. Je veux insister qu'il ne s'agit pas d'individus. Il y a aussi des individus, des personnalités, mais il s'agit d'organisations. Ça veut dire que de regroupements importants d'individus qui ont signé l'accord. Donc bientôt, vous connaîtrez exactement tous ceux qui ont signé l'accord. Et donc la commission a rempli cette première étape. L'accord a été donc diffusé et signé. Et dans l'accord même, on parle des différents organes à mettre en place. Et la première instance, c'est le BSA. C'est la question, que prévoit cet accord? D'accord, très bien. C'est très important de poser cette question-là. Alors, avant d'entrer dans la définition des différents organes, et si vous voulez, je vais faire un petit survol sur le contenu de l'accord. Donc, l'accord, bien sûr, commence par un préambule qui situe bien le contexte pour expliquer la dimension de la crise, qui n'est pas seulement une crise institutionnelle, comme certains tendent à le penser, qui n'est pas seulement une crise d'absence, de mise en question de la Constitution, mais qui est beaucoup plus profonde. C'est une crise structurelle et c'est pourquoi je vous dis que c'est une crise qui dure depuis longtemps. Donc le préambule fait donc cette mise en contexte et le préambule dit clairement que cet accord se base sur les revendications populaires qu'on avait enregistrées depuis déjà quelques années à travers le temps, mais aux revendications qui ont été aussi appropriées par d'autres secteurs de la société civile. Et c'est quoi ces revendications? C'est d'abord la question de Petro-Caribé, par exemple, faire justice, mettre fin à l'impunité. Bon, je devrais dire d'abord que la grande revendication, c'est la rupture, c'est le changement de système, c'est changer l'État. Changer l'État, c'est ce qu'on disait depuis 1986, mais l'État a pourri entre-temps. Je jette un petit coup d'œil au ventre pourri de la bête parce que j'avais déjà senti cette pourriture, je l'ai même vécu. Et donc la corruption, le laxisme, l'incompétence, le manque d'éthique, tout ceci a définitivement beaucoup augmenté. Donc c'est ça, une demande pour changer l'État, une demande pour changer le statu quo. C'est autour de ça que gravitent les autres revendications. Et donc mettre fin à l'impunité, créer du travail, surtout faire des procès des procès exemplaires, par exemple pour le CIRH ou le Petro-Caribé. Et donc, voilà, le préambule dit tout cela en grande ligne. Et après, dans l'accord sont
est indiqué Non, mais le la nombre priorité, d'organes. La priorité, est-ce qu'il y a un sujet que vous considérez comme, Il y a un objectif. Comme étant prioritaire? Oui, dans l'accord, l'accord a un objectif. Oui. Donc l'objectif, c'est de... L'objectif global, c'est changer l'État. C'est changer l'État. Mais pour changer l'État, il faut passer par une étape intermédiaire qui est la transition. Donc en fait, l'accord Non, mais on est définit... déjà en transition, non? Pardon? On est déjà en transition, en pleine transition. Il n'y a pas de président. Nous parlons d'une transition structurée, définie par l'accord. Parce qu'il y a eu plusieurs transitions. C'est un pays où les transitions n'arrêtent pas. Mais rappelez-vous, Wendell, toutes les transitions ont été des transitions d'apaisement. D'ailleurs, il s'agit de certains accords, sont des accords d'apaisement. Donc, la plupart des transitions, sont des transitions visant à temporiser, à calmer la conjoncture pour aller vers des élections, puisque le mot-clé qui revenait, c'est rétablissement de la démocratie. Et pour rétablir la démocratie, il faut passer par les élections. Cet accord vise à aller vers des élections également, bien sûr, et à rétablir la démocratie. Mais la démarche, disons, les réflexions et la démarche définissent, précisent que pour arriver à ces élections et pour arriver à la mise en place d'un gouvernement démocratique, il faut une transition. Et dans l'accord, il s'agit d'une transition de 2 ans. Cette transition, quand vous parlez de transition, vous parlez de nouveau gouvernement. Non, la transition, bien sûr, elle ne peut pas se faire sans un gouvernement. Donc il y aura un gouvernement de transition. Mais ce que je veux préciser, je l'ai dit tout à l'heure, mais peut-être pas assez, que cette transition est inédite, elle est différente de toutes les transitions précédentes. Okay. Parce que cette transition visait l'apaisement pour les élections et que nous autres, c'est une transition qui vise vraiment à mettre les Haïtiens ensemble, à pouvoir redéfinir, rebattre quatre là, comme on dit, puisqu'on parle de rupture avec le statu quo, voir en quoi consiste cette rupture, comment avancer. Et donc cet accord s'inscrit dans la perspective de la reconstruction de notre Haïti. C'est ça, en fait, l'objectif de l'accord. Alors, reconstruction d'Haïti implique reconquête de la souveraineté nationale, certainement, et comment je pourrais dire, re-questionner les institutions, remplir des conditions pour qu'elles puissent vraiment se remettre en place et jouer leur rôle. Et voilà, donc c'est tout ça. Donc la différence entre cette transition et la précédente, c'est que cette transition vise une perspective plus lointaine et un développement durable. Elle débute quand, cette transition? Comme vous dites, nous sommes en transition, mais la transition est définie par l'accord. Oui. Elle est, je pourrais dire, qu'elle a déjà commencé avec la commission, avec le BSA, puisque les organes sont en train de fonctionner déjà là. Okay? Mais ils vont mettre le gouvernement de transition en place. Et les 2 ans vont compter à partir de la mise en place du gouvernement. Sauf que déjà, nous sommes dans la pré-transition. Selon l'accord. Selon l'accord. L'accord parle carrément de transition, de gouvernement de transition, de tous les organes qui mais doivent... Comme nous sommes en pré-transition, donc transition selon l'accord. Non, c'est ça, je veux faire la différence. De toute façon, même s'il n'y avait pas l'accord, on est dans un moment où nous n'avons pas... Actuellement. Maintenant, comment peut-on appeler cette période, la période actuelle, la période que l'on vit aujourd'hui? Bon, il n'y a pas de président, il n'y a pas de président. On pourrait dire une période d'instabilité politique, mais nous autres, quand l'accord parle de transition, elle parle d'une transition organisée, planifiée. Maintenant, nous sommes dans une période de battement où nous nageons en pleine inconstitutionnalité, etc. Mais transition. Non, même l'accord aussi. Selon l'accord. L'accord aussi sera inconstitutionnel aussi. Non, mais sauf que l'accord a été élaboré déjà à partir d'un grand consensus qu'on cherche encore à élargir. Parce qu'on a souvent posé ce problème de légitimité du groupe de l'accord du 30 août. Madame Chérubin ne va pas être d'accord avec moi, mais d'abord... Pourquoi vous dites que vous n'avez même pas encore parlé? Non, alors ce que je veux dire, c'est que nous sommes encore... nous sommes dans l'inconstitutionnalité, puisque tout ce que l'on fait aujourd'hui, c'est... Non, mais il n'y a aucun doute, Wendell. Voilà. Il n'y a aucun doute. Mais ce que je veux expliquer, c'est que si nous étions en pleine légalité constitutionnelle, etc., et
peut-être que cet accord n'aurait pas existé ou ne serait pas formulé de cette manière. Donc, c'est vrai qu'il y a cette lacune et qu'il y a cette absence. C'est clair. Maintenant, maintenant, ce que nous voulons faire pour avoir quand même une certaine légitimité, nous sommes en pleine construction de cette légitimité. Parce que la légitimité revient d'abord au souverain, revient à la volonté du peuple. Oui. Et c'est pourquoi nous sommes en train de bâtir une plus large représentativité possible. Et c'est pourquoi, dès le départ, nous avons fait les démarches vers les secteurs. Et vous allez voir que dans toute la démarche que je vais vous décrire, il faut toujours retourner à la base, toujours retourner au secteur, parce que la commission ou le BSA, puisque la commission intègre le BSA maintenant, le BSA ne peut pas, ne saurait endosser seul pardon, la mise en place d'un gouvernement et tout ce qui va suivre. Donc cette légitimité se construit, il y a une force de société qui prend place et qui est en mouvement même, je peux dire, puisqu'elle est déjà en pleine réflexion. Donc c'est à partir de ceci que notre légitimité se construit. Ok. Hier, en conférence de presse, on a présenté les membres du CNT. C'est ça? J'avais bien compris. C'est bien cela, Wendell. Sauf que si je parlais des différents organes, et puis là, on viendrait au CNT pour que les gens puissent comprendre d'où vient le CNT. Oui. Donc, on a parlé de la commission, on a parlé de l'accord, et maintenant, tout de suite, l'accord l'avait prévu, il fallait mettre en place le bureau de suivi de l'accord. Oui, le BSA. Le BSA dont je fais partie, qui a été mis en place le 28 septembre. Okay. D'accord? Maintenant, ce BSA, comme son nom l'indique, c'est l'organe qui est responsable du suivi de l'accord, donc de sa mise en œuvre et sa mission. Et c'est le BSA qui donnait la conférence hier. C'était le BSA, ce n'était pas les signataires comme vous l'avez dit. OK. Mais le BSA représente les signataires quelque part, on est d'accord. Très bien, merci. On est d'accord. Merci. Maintenant, donc, le CNT. Tout de suite, le BSA, son rôle. Le BSA a d'abord une mission, je pourrais dire une mission permanente. C'est celle de la promotion de l'accord, de la diffusion de l'accord. Parce que même au-delà des signatures, il y a déjà un nombre de signatures, on en a parlé. Mais même au-delà, des gens peuvent continuer à adhérer à l'accord. Vous voyez? Donc, il faut qu'on continue à faire la diffusion. C'est l'une des missions, et je dirais une mission permanente du BSA. En dépit du fait qu'on considère qu'on a une grande représentativité, on veut atteindre ceux qui ne sont pas au courant de l'accord, ceux qui sont encore sceptiques ou hésitants, etc. Donc ça, c'est une mission permanente du BSA. Une autre mission permanente du BSA, donc c'est par exemple de publier l'accord, comme je vous ai dit, etc. Et les autres missions du BSA, c'est de mettre en place tous les organes de la transition. Et les organes de la transition sont justement le CNT, dont on va parler plus largement, puisqu'il en était question hier. Et c'est le CNT qui est le Conseil national de transition et l'OCT qui est l'organe de contrôle de la transition. Okay, ce sont les deux principaux organes, mais à travers le CNT sera mis en place un gouvernement, le gouvernement de transition. Comment on va procéder pour mettre ce gouvernement? C'est le CNT qui va le faire. Et le CNT a la responsabilité des négociations nécessaires pour la passation de pouvoir. C'est ainsi que le dit l'accord. Donc ce n'est pas le CNT, excusez-moi, et le BSA. D'abord, le BSA va faire le suivi de tout le travail du CNT. Le CNT, donc, a le rôle de faire le choix de président et de premier ministre, mais comment? Si vous voulez déjà, je peux décrire la manière dont le CNT travaille. Comme je vous ai dit, on ne fait rien en officine, on ne fait rien en vase clos. Pour nous, il s'agit de transparence, il s'agit de participation, il s'agit d'inclusion. Donc le CNT, il est constitué d'abord par la désignation des secteurs encore. D'abord, combien de membres il y a dans le CNT? 25? C'est 25 membres? Non, 52 membres. 52. Wow. Alors 25, c'est, je pense, la société civile, parce qu'en fait, il est constitué des délégués de la société civile et du secteur politique. Mais quand nous parlons de société civile, le secteur populaire est inclus, je veux signaler ça, la diaspora est inclus aussi, et les jeunes à travers la Petro Challenger. Donc, en tout, avec tous ces délégués, le CNT sera constitué de 52 membres. OK. Est-ce que je vous avais dit pour le BSA? Le BSA est constitué de la commission et de 8 autres membres désignés par des secteurs non représentés au sein de la commission.
une partie de la société civile qui a désigné 3 membres, dont je fais partie, le secteur politique qui a désigné 3 membres et le secteur populaire qui a désigné 2 membres. Au BSA, nous sommes 21 membres. OK. Maintenant, arrêtons-nous un petit peu sur C'est le CNT. le CNT. Sa mission, former un gouvernement de transition, selon l'accord. Oui, le CNT, c'est essentiellement son rôle. Oui, il doit mettre en place le gouvernement de transition. Maintenant, comment on va procéder? Alors là, c'est ce qui est vraiment intéressant. OK, donc on a déjà dit 52 membres choisis par la société civile et le secteur politique. Et maintenant, comment ils vont procéder? C'est là que vous allez non seulement comprendre notre volonté de changement. Moi, je dis qu'avec le CNT, avec la mission du BSA et du CNT, on est déjà en plein dans la rupture. Parce qu'il ne s'agit plus de petits groupes, de petits copains, de petits amis, d'ingérence internationale, non. Il s'agit vraiment de mettre en place un mécanisme de consultation de la société civile et des secteurs politiques. Et ce mécanisme-là, qu'est-ce qu'il a fait? On a d'abord regroupé par des chapeaux, je pourrais dire, les grands secteurs. Et pour chacun des secteurs, parce qu'un secteur regroupe un ensemble d'organisations, vous êtes d'accord? Un ensemble d'organisations. Maintenant, il a fallu choisir des organisations emblématiques pour faire la convocation de chacun de ces secteurs. Par exemple, le secteur socio-communautaire, allons le dire comme ça, puisque je suis du CUSM, qui est dans le socio-communautaire. Pour être plus pragmatique, Madame Chérubin, le CNT a pour mission de former un gouvernement de transition. Mais il est important de le dire à partir du choix des secteurs. C'est pourquoi je traînais un peu sur le mécanisme. D'accord. Alors, d'abord, ce sera un gouvernement bicéphale, ou un exécutif à 2 têtes. Selon l'accord, oui. Selon un l'accord, président oui. Et un premier ministre. Et un premier ministre. Oui. Le président sortira de quel secteur? C'est pourquoi je vous expliquais le mécanisme. Vous allez me donner un petit temps. Je vous disais que pour chaque secteur, il y a une organisation emblématique qui convoque les assemblées de chaque secteur. Et c'est ainsi qu'ils vont désigner d'abord les membres du CNT. C'est ainsi que le CNT se constitue. Maintenant, une fois que le CNT est constitué, il va encore retourner vers les secteurs pour recueillir des noms des candidats pour le président et le premier ministre. Le secteur de la société civile va désigner 4 personnes, 2 comme président, 2 comme premier ministre, et le secteur politique va faire pareil. Maintenant, à partir de ce groupe de candidats, le CNT va étudier, va vérifier que les critères sont respectés, va étudier les profils, et c'est à partir de ceci qu'un président et un premier ministre sortiront de la démarche. Donc, du CNT ou bien de la société qui forme le CNT ou encore le BSA, c'est de ces structures-là que sortira, je dirais, le président. Ou bien est-ce que quelqu'un qui ne fait pas partie du cercle-là... Ah non, il ne fait pas partie du cercle. Je vous disais que la société civile, d'un côté, va désigner des candidats, allons le dire comme ça. Oui, mais ce candidat-là, est-ce qu'il est obligé d'être membre? Non, il n'est pas membre du BSA, il n'est pas membre du CNT, ce serait trop facile. Non, mais ils choisissent des citoyens respectables et répondant à tous les critères d'honnêteté, d'intégrité, d'engagement citoyen, etc. Et ils présentent ces candidats au CNT. Okay. Donc, ce sera fait d'un côté par la société civile, et je précise, le secteur populaire inclut la diaspora, les jeunes, et d'autre part, il y aura aussi des propositions faites par le secteur politique. Okay. C'est pas clair, Wendell? Oui. Ça va? Donc, d'abord le président et ensuite le premier ministre. Oui, ils vont donner des noms pour le président et le premier ministre. Et le CNT va étudier les profils. Tout ceci va se faire avec l'accompagnement du BSA. Parce que le BSA doit suivre aussi tout le processus, s'assurer que le processus électoral est bien tenu, etc. Mais c'est le CNT qui va faire ça, ce travail. Et en termes de représentativité, pour près d'1 millier de signatures, ceci garantit une certaine légitimité selon vous?
Je vous ai dit que cette légitimité, elle se construit. Oui. C'est-à-dire qu'on estime qu'on a déjà, avec cette représentativité, on a une certaine légitimité qu'on continue à construire. Okay. Et c'est pourquoi je vous dis que le BSA va continuer à faire la promotion et la diffusion d'accords. Okay. Mais je veux préciser que le président et le Premier ministre ne sont pas nécessairement choisis parmi les signataires. Non. C'est toute la société haïtienne qui est confondue, y compris la diaspora, c'est toute la société haïtienne qui est concernée. Ça va être un travail de titan, comment consulter toute la société? À travers les secteurs. Nous avons des secteurs, est-ce que j'ai la liste là, je pourrais la lire pour vous, pour avoir une idée plus précise. Au niveau de la société civile, nous avons les organisations paysannes, et les organisations de défense des droits des femmes, les organisations de défense des droits humains, les organisations socio-professionnelles, le secteur privé institutionnel, l'université, les organisations du secteur culturel, l'église catholique, l'église protestante, l'église épiscopale, la communauté vaudou, les organisations syndicales, les organisations socio-communautaires, les organisations populaires, les pétro-challengers, les organisations des Haïtiens vivant à l'étranger. Ça, c'est au niveau des secteurs sociaux. Okay. Et on a aussi toute une liste de partis politiques. À l'intérieur de ces secteurs, il y a plein d'Haïtiens. C'est ce que je veux vous dire. Donc, non, je vois qu'ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Et là, on a cité les organisations. Comme je vous dis, les organisations sont... Maintenant, on va procéder, on va faire la même chose pour les membres du gouvernement. Ou bien est-ce que le président... Président et Premier ministre. Le Premier ministre forme son gouvernement, oui. Donc c'est eux qui vont s'arranger pour former leur gouvernement. Exactement. Mais maintenant, alors c'est la différence aussi avec les autres transitions, parce que ce gouvernement a une mission précise, qui n'est pas une mission d'apaisement en vue de faire des élections. Ce gouvernement, il y a des axes programmatiques bien clairement définis dans l'accord. Et le Premier ministre aura une feuille de route. Donc ce gouvernement a une mission bien claire à accomplir. OK? Très bien. Donc c'est déjà défini. On va observer la pause, Madame Chérubin. On reviendra pour d'autres sujets. Je vous prierai de réfléchir à la réponse, par exemple, à l'une des réponses aux questions que j'aurais à vous poser. Par exemple, est-ce que vous pensez à Ariel Henry? Comment vous entendez lui demander de quitter la primature? Et puis, il y a aussi les signataires de l'accord du 11 septembre. Est-ce qu'ils sont inclus? Est-ce que vous pensez à eux? Pourquoi on ne fait pas de cet accord? Pourquoi il n'y a pas un fusionnement ou encore une fusion des accords? Cette démarche de les mettre dans un blender? Non, je ne vais pas dire de mettre dans un blender, mais est-ce que vous avez pensé à eux? On reviendra pour en parler tout de suite après la pause. Elle ne sera pas longue, la pause. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Madame Ginette Chérubin est avec nous sur le plateau de la rubrique Le Point de ce matin et nous parlons politique. Merci de l'intérêt. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. Madame Ginette Chérubin est avec nous ce matin. Le gouvernement sera constitué, madame Chérubin, par le CNT, comme on l'a dit il y a quelques instants. Alors, je n'aime pas très bien par le CNT, parce que le gouvernement est constitué à partir de la désignation de candidats dont le CNT va étudier les dossiers. Ce n'est pas le CNT qui va lui-même... OK. Qu'est-ce qui va proclamer les résultats? Bon, le CNT, le BSA. OK. Bon, bref. Maintenant, le gouvernement est constitué. Oui. Et comment on va procéder pour demander à Ariel Henry de quitter la primature? On est déjà en dialogue avec M. Ariel Henry, parce que nous autres, nous priorisons surtout le dialogue. Donc on est déjà en conversation, en échange avec lui. On va voir comment ça va évoluer. Nous serons assistés de comités représentatifs. Ça peut vous paraître lourd, mais on veut vraiment l'intégration, la participation des représentants de la population. Donc on sera accompagné de comités représentatifs pour pouvoir faire les négociations en vue de la passation de pouvoir. Okay. Donc c'est d'abord des négociations. Vous savez pourquoi je vous pose cette question, Madame Chérubin? C'est parce que, bon, moi j'étais là et sur le terrain, journaliste de mon État. Vous savez comment on s'approche au pouvoir? Non, je ne vais même pas dire ça. Sauf que je sais qu'il y a pas mal de secteurs qui avaient même pas demandé, exigé le départ de Jovenel Moïse aussi.
On lui avait accordé pas mal d'ultimatums. On a essayé des coups d'État et il était là jusqu'à son assassinat. On a essayé des coups d'État. Bon, en tout cas. Le 7 février. C'était pas ça, non? Le 7 février, vous dites? 7 février, oui. 7 février de cette année. Vous avez oublié. Bon, ok, oui, alors maintenant, il n'avait pas... On lui avait fait comprendre que son mandat était terminé. Bon, en tout cas, avançons. Bon, ok, on lui avait fait comprendre... le sujet. Oui, on lui avait fait comprendre que son mandat était terminé. Donc maintenant, on lui avait demandé de quitter le pouvoir. Oui. À grand renfort de manifestations. Exactement. C'est à travers d'ailleurs ces manifestations que plusieurs revendications sont sorties. Oui. Comme on vient de dire, changer l'État, changer de système et tout ça, oui. Mais il n'a pas quitté le pouvoir. Et si le Premier ministre Ariel Henry fait la même chose? Vous voyez, ce que je vous ai dit dès le départ, c'est cette légitimité par la représentativité. Et vous avez vu les secteurs, et dans ces secteurs, il y a plein de citoyens et de citoyennes. Ce qui fait que l'accord, ce n'est pas notre affaire. C'est l'affaire de la communauté haïtienne. C'est l'affaire d'une société qui veut bouger, qui veut que les choses changent. Ce n'est pas notre affaire à nous. Donc cette société, elle est porteur de l'accord, elle s'approprie de l'accord. Donc au moment où il faut faire la passation de pouvoir, cette société prendra les mesures qu'il faut. Hormis, bien sûr, la violence. Parce que nous sommes contre la violence. On ne sait pas encore comment on va procéder. Non, on ne peut pas savoir. Il y a une dynamique quand même en politique et dans une situation pareille. Certainement, il y a une dynamique. Parce que le choix d'Ariel Henry, par exemple, serait de s'arranger avec le secteur politique pour qu'on le désigne comme Premier ministre ou Président. Parce qu'il n'est pas exclu. Tout autant qu'il remplit les conditions, disons les critères, qui sont bien clairs, et notamment sur les principes d'honnêteté, d'intégrité, etc. Il pourrait, par exemple, être désigné être proposé par des secteurs pour être président ou pour être Premier ministre. Donc il y a des choix qu'il peut faire. Vous vous souvenez des critères? Honnêteté, quoi? Je ne les ai pas tous en tête là. Okay. Mais c'est comme je vous ai dit, honnêteté, intégrité, crédibilité, c'est que la personne a l'habitude de se positionner, qu'on sache vraiment ce qu'elle pense, quoi. Et quoi encore? Et ce gouvernement aura un mandat de 2 ans? De 2 ans. Le gouvernement de transition a un mandat de 2 ans, oui. Qu'est-ce qui va se passer si ce gouvernement... Et puis il faut l'engagement citoyen aussi, entre autres, oui. Ok. Qu'est-ce qui va se passer si le président, le Premier ministre ou encore ce gouvernement s'écarte un petit peu de la feuille de route qui lui a donnée? Bon, je dois vous dire que les axes programmatiques sont déjà là. La feuille de route va être encore plus détaillée, mais ça ne veut pas dire que ce sera une épée de Damoclès sur la tête du Premier ministre. On peut quand même discuter avec le Premier ministre et voir par rapport aux réalités des choses, budget, etc., comment finalement définir son programme d'action. Mais cependant, il faut que les fondamentaux soient respectés et ils sont indiqués dans les axes programmatiques. On pourra le sanctionner. Maintenant, oui, mais c'est pourquoi l'OCT, on n'avait pas parlé de tous les organes. On s'est arrêté sur le CNT qui vous intéressait en particulier. Mais l'OCT, c'est l'organe de contrôle de la transition. Donc, en absence de Parlement, c'est cet OCT qui va donc et exercer ce contrôle. Est-ce que ici, quand vous parlez de l'OCT, c'est une forme de conseil des sages revu et corrigé? Et il va jouer le rôle du Parlement. Et plus que conseil, il va jouer le rôle du Parlement et il va suivre l'action gouvernementale. L'OCT? L'OCT, l'organe de contrôle de la transition. Avec le même pouvoir qu'un Parlement? Il peut sanctionner, bien sûr, s'il s'écarte. Destituer le Premier ministre. Bon, c'est son rôle, le contrôle, c'est ça. Il aura beaucoup de pouvoir, apparemment. Il n'y a pas de Parlement. Vous me direz qu'il y a un reste de Parlement. OK? Mais eux, ils figurent parmi les secteurs aussi. Et ils peuvent envoyer ils peuvent envoyer leurs délégués. Et à ce moment-là, puisque l'OCT sera constitué aussi des membres du CNT, donc à travers le CNT, cette partie du Sénat sera aussi dans l'OCT. Vous pensez que ce qui reste du Parlement, les 10 sénateurs vont accepter d'avoir un corps parallèle je ne peux pas savoir ce qu'ils vont faire, mais écoutez, nous sommes, comme vous avez dit au départ, en pleine constitutionnalité. Il faut qu'on trouve des solutions consensuelles. Ou bien on veut laisser mourir ce pays, ou bien on veut faire des choix pour la sauvegarde de la nation. Donc je pense qu'à ce moment-là, tout le monde doit
vraiment bouger pour voir comment est-ce qu'on peut arriver à sortir Madame Cherubin, de la situation terrible que nous vivons. À votre avis, la période de 24 mois qui sera donc accordée au gouvernement, elle ne sera pas trop longue? Moi, j'aurais même dit trop courte. Mais vous ne voyez pas l'immensité du travail qu'il y a à faire. D'ailleurs, initier les procès, commencer à donner, si vous voulez, les signes réels de la rupture, c'est déjà beaucoup. Commencer à remembrer les institutions, c'est déjà beaucoup de travail. C'est vraiment beaucoup de travail. Je sais qu'il y a des membres qui étaient aux États-Unis le week-end dernier. Il y a eu rencontre aux États-Unis. Ah, mais il y a tout le temps des rencontres. Est-ce que ça veut dire que vous avez le support de la diaspora? Est-ce que ça veut dire aussi que vous avez le support de la communauté internationale? On n'a pas seulement le support de la diaspora est dans la démarche. C'est clair que donc, si vous êtes dans une démarche, que vous vous l'appropriez, vous faites plus que supporter. Donc il n'y a aucun problème. Maintenant, on sait aussi qu'Haïti ne peut pas agir, ne peut pas évoluer en autarcie et en vase clos. Il faut que certainement les Haïtiens parlent entre eux, mais il faut aussi que nous ayons un dialogue avec l'international, avec nos partenaires étrangers. Mais je dois vous, d'ailleurs, vous savez qu'on a rencontré des émissaires américains, on a rencontré M. Merten, on avait rencontré M. Foote. Donc on est très ouvert, on a rencontré l'Union européenne. Donc on est très ouvert au dialogue, aux échanges avec l'international. Mais je dois vous dire que moi... On a toujours privilégié une solution à l'haïtienne, non? On a toujours, non maintenant, oui. On n'a pas toujours privilégié. La preuve, l'ingérence a toujours décidé. Pourquoi les étrangers font partie... Parce que je viens de vous dire, dans le monde actuel, il y a interéchange, d'ailleurs depuis toujours, il y a interéchange entre les nations. Haïti ne peut pas se replier sur lui-même et vivre en autarcie. Mais la garantie que je peux vous donner, parce que j'ai participé aussi à quelques-unes de ces réunions, notre premier mot, c'est la souveraineté nationale. Ça ne se négocie pas. Vous voyez? Alors, on parlait de négociations possibles, peut-être, mais on ne va pas négocier notre souveraineté. Au contraire, c'est l'un des objectifs majeurs de cet accord. C'est de reconquérir de notre souveraineté. Donc, une fois qu'on est en face de l'étranger, ce que nous disons à l'étranger, nous nous inscrivons dans une rupture, dans une transition de rupture. Et dans cette rupture, ce n'est pas seulement une rupture avec le statu quo en Haïti, c'est une rupture avec la nature des relations que nous avons eues avec l'étranger, qui se mêle à tout moment de nos affaires et dont l'ingérence est totale en tout. Moi, j'ai témoigné de ça dans le vote pourri de la bête dans mon livre. Et l'ingérence de l'étranger est en tout. Donc, ce qu'on leur demande en les rencontrant, c'est qu'ils aient l'humilité de reconnaître qu'ils sont protagonistes de cette crise qui se trouve en Haïti maintenant, que nous vivons en Haïti maintenant, qui sont partie prenante parce qu'ils se sont toujours immiscés dans nos affaires. C'est la première chose qu'on leur demande. Et on leur dit aussi, ça, c'est un premier, il faut changer les paradigmes et c'est crucial que ce genre de relations, nous ne les voulons plus avec les étrangers. Donc nous voulons un nouveau deal, comme nous avons l'habitude de dire, donc une nouvelle base de rapports et nous devons redéfinir carrément les rapports avec l'international. Donc si nous rencontrons l'international, nous voulons être clairs, ce n'est pas pour leur demander de nous aider à faire... Bon, certainement ils auront une contribution à donner puisqu'on dialogue avec eux, mais ce n'est pas pour leur demander de résoudre la crise ou de faciliter les choses pour nous. C'est d'abord pour établir les nouvelles bases des relations avec l'international. Souveraineté, n'oubliez pas. Vous aurez un budget pour fonctionner? Oui, certainement, nous avons un budget, mais il est minime parce qu'on n'a pas de moyens encore. Tout ce qui se fait avec le BSA, c'est avec nos propres moyens, avec des signataires, avec des sympathisants haïtiens vivant à l'étranger, qui font parfois les fundraising, etc. Donc, on est très pauvres, je dois vous dire. Et d'abord, et puis je dois insister que nous faisons tous du bénévolat. Tous du bénévolat. Vous mettez le prix gazan monter n'importe qui hauteur, nous payons notre argent, nous allons. C'est le bénévolat total. En attendant? En attendant quoi? Le gouvernement sera payé peut-être, mais il n'y a rien. En attendant, la commission, le BSA, il fonctionne sur base de bénévolat. Nous sommes tous des bénévoles. Nous voulons que les choses changent et nous nous impliquons pour cela. Dites-moi, Madame Cherubin, vous avez parlé de procès. Le procès Petro-Caribé. Dans les axes programmatiques, justement, il faut... Vous voyez, il faut donner des signes. Il faut que nous bassions signes que bagaille a changé vraiment. Juste un moment. Okay. Est-ce que le pas plus bon que nous quittions attribution ça et à un gouvernement qui a sorti les urnes, qui a un mandat pour ça, qui a un mandat populaire pour résoudre une série de problèmes? Est-ce que nous pas risquer d'embrasser trop de bagailles en même temps? Procès Petro-Caribé, élection,
et autres, avec une vision changer l'État, est-ce que nous pas embrasser trop de bagailles? Et bon, nous voulons initier. Nous ne pas dire qu'on n'a pas abouti nécessairement à la fin, mais nous initier, il faut initier parce que l'important pour la transition, initier ça et que le gouvernement et le gouvernement qui va venir après eux, que eux-mêmes continuer à faire travail là. Moi, nous ne pas parler de procès pour Jovenel Moïse. Bien sûr. Nous citons Petro-Caribéa parce que son revendication qui est dans la rue, tout procès qui fait pour faire. Parce que c'est l'impunité, c'est la fin de l'impunité, c'est ça que nous voulons marquer. Donc, c'est ça, il faut faire les procès qu'il faut. Qui, vous pensez, élection, ça t'a capable de faire? Président? Eh bien, CNTA, comme on dit hier, nous baillons délégués. Dans CNTA, la plupart des délégués que nous recevons déjà. Donc, nous pensons que d'ici fin novembre, nous avons fini de monter CNTA. Et puis, tout de suite, nous avons passé le recrutement soulevé, la phase électorale, là, le processus électoral, là, côté que vous prenez les dispositions, les différents secteurs, puis vous voyez président et première proposition, alors candidat de président et de premier ministre. Donc, nous avons marché, nous avons avancé. Et vous connaissez que tout paramètre, tout facteur ne va pas dépendre de nous, mais nous-mêmes, nous n'avons pas avancé. Moi, un pile auditeur a réagi ensemble avec moi là. Bon, malheureusement, on n'a pas été en pile temps, mais ça va me déranger ou une idée de préoccupation exprimée par certains auditeurs. Non, c'est crucial pour nous. Ok. Mon auditeur qui dit que prend le pouvoir dans un pays, soit de façon constitutionnelle, soit par la force, il n'y a pas d'autre choix. Toi, pensez? Soit par la force. Laquelle de ces deux formules, Mme Chérubin, va utiliser? Ou bien? Alors, mettez sous l'eau. Non, mais la Constitution, vous savez ce qui se passe pour la Constitution maintenant. Il y a un vide constitutionnel, donc on ne peut pas le faire par la Constitution. Je vous ai bien dit que nous autres, nous avons l'option du dialogue. Cette personne a carrément écarté l'option du dialogue. Et je vous ai même dit que le Premier ministre qui est présent là, il pourrait être bien désigné par un secteur et rentrer dans le processus établi par l'accord. Donc, je pense que le dialogue aussi peut donner des résultats. Donc, de toute manière, nous autres, nous ne sommes pas dans la force des armes. Oui. Force de la dialectique, oui. Force des armes, non. Nous nous inscrivons dans la non-violence. Mais à part ceci, il y a beaucoup de manières de, oui, on dit tout à l'heure, de faire pression. C'est ça. On dit tout à l'heure que nous en dialogue avec Monsieur Henri. Oui, nous en dialogue. Mais les apparemment les plus enclins à un gouvernement monocéphale, tant qu'on les connaît là, mais nous-mêmes, nous... Comme je vous ai dit, moi, bicéphale, et je crois que il y a d'autres gens qui ont pour un triumvirat. Non. Nous pensons que nous n'avons qu'à sortir de, bon, j'allais dire pétrin, mais non, c'est pas le mot, mais bon, belle confusion là, Madame Chérubin. Comment arriver à mettre tout le monde d'accord sur une formule? Bon, on m'a répété encore dialogue, c'est parler, n'a pas parlé. Et si mon voulait vraiment pour... Donc, ce dialogue, ça veut dire que pas une solution arrêtée jusqu'à présent? Non. Accord là, une solution arrêtée, mais accord là, pas fermé négociation. Donc, il y a des négociations possibles, mais bien sûr, on va négocier sous fondamentaux accord là. Donc, il y a des négociations qui sont possibles. Mais les fondamentaux de l'accord sont intouchables. Vous comprenez? Donc, après ça, ceci va montrer qui veut vraiment pour un changement fait pour le pays. Si vous voulez pour changement. On dit les fondamentaux. Alors, nous deux, vous comprenez qui deux dans les fondamentaux, que vous pensez qu'il est intouchable. Bon, question de souveraineté nationale. Là, bon, ça, c'est clair. Ça. Même si nous n'avons pas menti très souvent aussi, mais... Non, d'ailleurs, on retire ça avant de continuer. Non, là, on dit que nous n'avons pas menti, peut-être nous. Pas même, non, pas Madame Chérubin. Non, on ne va pas parler de Madame Chérubin, on va parler encore là, on qui est très sérieux. Même pas, moi, je ne parler de lui-même. Je parle des Haïtiens, on parle de souveraineté, nous connaissons que c'est menti dans la tête. Non, mais il y a des gens qui conçoivent la souveraineté. Tu penses que la souveraineté, ce n'est pas par la monde, pas par la blanc, ce n'est pas ça lié non plus. Oui, mais il y a des décisions qu'on connaît que si blanc
blanc pas d'accord, il ne pas passer, Madame Chérubin, oui ou non? Non, si blanc pas d'accord, il ne peut pas passer, mais c'est pour convaincre blanc, c'est pour venir avec argument. En tout cas, le fait déjà, si vous le faites, si vous savez. Pas nécessairement. Justement, on met en tête que c'est blanc pour décider pour eux. Il y a pile de monde qui pense ça. C'est dommage. Et puis blanc. C'est dommage. Oui, et puis beaucoup blanc, il y a les problèmes de visa, etc. Il y a pile de monde qui commence à trembler. Oui. Ouais. Donc il y a des intérêts personnels. On n'a pas les mêmes langages. Non, j'ai dit que maintenant il faut que les choses changent, c'est ce qu'on est en train de dire. Comme je vous ai dit, le processus de changement est déjà enclenché. Il suffit de voir les profils des gens qui se trouvent dans la démarche du Montana. Je pense que ce sont des gens quand même qui ont une certaine crédibilité et qui vont rester cohérents avec eux-mêmes, avec leur choix, avec leur engagement citoyen. Et puis tout essai que nous avons fait pour participation, parce qu'on a fini déjà, mais toute démarche, tout effort qu'on a fait pour participation, c'est justement pour tout le monde qui a participé, tout le monde capable de contribuer à ce que nous sortions dans sa nuit. Madame Chérubin, pendant n'a pas avancé dans l'application de l'accord, de la mise en œuvre de l'accord, mais le Sénat est encore là, même si c'est avec 10 membres, et on l'a jusqu'en 2023. Son secteur à part entière. Son secteur à part entière. L'accord n'a pas exclu le monde lui-même. Le monde a exclu tête. Nous-mêmes, il n'a pas voulu venir. Ouais. Mais c'est pas nous-mêmes qui excluons. Il y a là, dans la liste là, vous avez après, on peut TRC. Très bien. On peut PHTK. Madame Chérubin, un secteur là qui tient mordicus à accord qui a été signé le 11 septembre, pas vrai? Au courant? Parler plus clair, oui. Tout le monde qui est accord jusqu'à présent, d'après ça, moi, jusqu'à présent, on est en échange, ok, très bien. Mais processus d'échange, mais chaque monde a... Le monde qui tient à accord 11 septembre, c'est un gouvernement, son gouvernement. Non, je ne vais pas blâmer personne. Ok, d'accord. Je ne vais pas faire réclame pour personne. Mais je veux dire que le secteur ça, Madame Chérubin, c'est le gouvernement, il a besoin pour monter là. C'est pression, c'est ultimatum, ça me baille. Mais heureusement qu'on dit, c'est ça me dit Wendell. On a des démarches différentes. Et ma propre nous bagaille qui était dit par devant le bureau de sécurité de l'ONU, moi c'est Magali, comme Denis dit, il y a 2 Haïti. Moi, Haïti qui a installé de plus en plus dans la continuité. Parce qu'au fait dit là, c'est le gouvernement qui a besoin de monter. C'est l'élection qui a besoin de faire. Et puis, on a l'autre Haïti qui dit, mes amis, il faut que nous poser. Il nous faut une halte pour qu'on se parle entre nous et pour qu'on sache ce que nous voulons pour ce pays. Ouais, c'est 2 Haïti presque parallèles. L'autre, c'est bon pouvoir, bon gouvernement, on négocie. Ce sont des coalitions pour le pouvoir. Nous parlons de coalition pour le pouvoir. Oui, on ne va pas citer nos personnes. Mais la démarche est claire. Pression pour le gouvernement, élection de notre côté, c'est clair. Tu n'as pas besoin de les citer, c'est clair. Bon, et prochaine étape, c'est qui ça va aller pour nous là, après conférence là? Non, après conférence là, nous allons passer à l'installation CNT en tant que tel. Il y a 2-3 personnes délégués que beaucoup baillent. Une fois que CNT est installé, puis ce sera le grand moment, président et premier ministre. Ok. Et nous autres, le BSA, une fois que nous aurons installé tous les organes de la transition, nous nous retirons. Ça prend temps. Nouveau gouvernement, ça prend le temps pour l'installer. Mais ça me plaît, Wendell, tout facteur ne va pas dépendre de nous. Si c'est pour nous, nous sommes capables d'aller plus vite. Mais quand tu inities ce processus participatif-là, l'exiger, oui, qu'on tenu compte de nous. Il n'y a pas un qui dit qu'on va faire participation pour ne pas tenir compte de nous. C'est nous pour vous déléguer, c'est pour vous candidats. Donc nous sommes en dialogue permanent avec les différents secteurs de la société civile et les partis politiques qui sont les acteurs. Les acteurs concernés, c'est tout citoyen qui est acteur là. Les citoyens deviennent acteurs et non pas sujets. Ils deviennent acteurs de leur propre destin. Et c'est à eux qu'on s'adresse pour avancer. Oui. Donc nous espérons, nous avons tout lancé un appel à tout acteur sérieux pour que procèdent très vite, que je évolue très vite, ça va désigner délégué dans le CNTA, que désigner rapidement, ça qui pourra faire choix président, nous demander tout que fait ça rapidement. Mais nous autres, ça n'a fait un PC établi conditions. Ouais. Par exemple, déjà, une espèce de forum de partis politiques qui ont côté chita ensemble que réfléchit. Donc là, déjà très facile pour eux désigner candidat. Société civile, là, elle est beaucoup plus large. Sorti comme moi, depuis le secteur paysan, aller dans le Challenger, haïtien vivant à l'étranger, il est beaucoup plus large. Nous avons l'institution, forum, tout, pour nous faciliter le choix que vous pouvez faire de président à premier ministre. Donc, nous n'avons pas avancé, mais nous ne pouvons pas avancer seuls. Ça, c'est pour nous retenir. Tout ne va pas dépendre de nous seuls. Moi, il y a le monde là dans la diaspora. Dans la diaspora? Oui, il a branché tout, il a suivi. Ah, ben, écoute. Avec attention. Vous connaissez que cette démarche de Montana, c'est une démarche pratiquement inédite. C'est un grand mouvement social lié.
Et c'est vraiment un mouvement social intergénérationnel et qui réunit tout le monde, que c'est le monde qui est sous terre d'Haïti, que c'est le monde qui est à l'étranger. Moi, je pense que vraiment, il y a pile mouvement social depuis 86. Même, je pense que le mouvement, c'est l'unique par rapport à la quantité de monde que il y a là-dedans, par rapport à justement tout effort de participation, ça, et surtout par rapport à la perspective là. Parce que tout le monde qui signe dans le monde là, il connaît que le pape signe pour aller dans l'élection demain matin, il connaît que par une solution apaisée, c'est pas apaisement à chercher. Il connaît que son nouvel Haïti a construit. Okay. Donc son l'autre regard, son l'autre démarche, son démarche inédite. Je suis tellement content que je fais partie de démarche ça. Madame Chérubin, vous connaissez tout que il y a des forces. Des forces obscures. Il y a des forces obscures, ténébreuses. Ah oui. Et qui prennent pile plaisir dans le statu quo. Nous connaissons ça. L'autre dit qu'on va changer l'État. Ah, donc on va identifier l'obstacle eux-mêmes. C'est pas un travail facile. Non, je vous pose la question, Madame Chérubin. Je vous dis, est-ce que vous êtes conscient de ces obstacles? Mais tout le monde est conscient, Madame Chérubin. Tout le monde est conscient qu'il y a des obstacles. Non, c'est parce que tu as dit, est-ce que vous allez régler rapide? Nous, on a mis toute bagarre en œuvre pour ça fait, mais il n'y a pas qu'il y ait d'obstacles. Et le fait que nous choisissons le processus participatif là, la démocratie n'a pas de jouer dans le monde, non? Du fait que nous faisons option, ça nous non, madame même dit démocratie. Madame même dit démocratie. Madame, si vous permettez, nous dit que l'intérêt n'est pas dans jouer avec le monde. Parce que là, sont remises en question de l'intérêt en pile monde tout. Nous connaissons ça. Nous connaissons ça. Mais nous connaissons pour nous passer par là, pour nous changer le pays. Non, mais nous allons regarder. Nous allons regarder. Madame Chérubin. Nous allons regarder, vous n'êtes pas sûr? Merci. Vous êtes convaincu? Je suis content, madame, d'avoir eu la possibilité de vous parler ce matin. Et moi aussi, Wendell, ça a été un plaisir aussi d'avoir essayé d'être plus clair pour tous ceux qui nous écoutent, tous ceux et toutes celles qui nous écoutent. On a fait plusieurs lots. Parce que, on a fait plusieurs lots, d'accord. Parce qu'en tout cas, nous voulons aller sur Montana en essayant, pas seulement en disant venez joindre nous, mais en leur faisant comprendre le sens de ce mouvement, cette force de société que nous construisons ensemble et pour une nouvelle Haïti. On a bien aimé être aussi optimiste que vous. On a bien aimé ça. Il faut être optimiste. Je veux bien. Mets-toi debout et commence à réfléchir toi-même sur l'accord de Montana. Je veux bien l'être, madame. Pas si je veux bien être optimiste. Non, en tout cas. Non, vous ne connaissez pas de là. Donc, non, mais madame. Vraiment, c'est un mouvement qui... Ça vaut la peine, en tout cas, d'essayer de marcher avec ce mouvement. On va voir. Nous sommes convaincus que nous allons aboutir. Merci encore une fois. Merci, Wendell. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Madame Chérubin était notre invitée ce matin. Madame Ginette Chérubin était notre invitée ce matin. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée avec nous. Et à vendredi. J'ai failli dire à demain. Non, demain c'est congé. Alors, à vendredi. Allez, bonne journée. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Lotto.